Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour une nouvelle émission de On vous donne la parole un peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes à la veille de Shavuot. Et que vous me donnez la parole, On vous donne la Olivier. parole, on vous donne pas assez souvent la parole sur Studio Qualita Eliana. Donc on a décidé, non je rigole bien entendu, on a décidé de vous donner aussi la parole et aussi aux auditeurs comme chaque semaine et cette fois-ci comme on a l'habitude de le faire pour un peu des émissions spéciales avant les fêtes, nous allons la faire avec Eliana. Merci de m'avoir rejoint dans avec ce plaisir. studio. Et nous allons donc parler de Shavuot. Alors, on va donner des recettes de Shavuot, mais aussi on va parler, on va le voir, des minagim. Des minagim, des coutumes à Shavuot. Mais tout de suite, on va avoir une première recette. Et c'est un homme qui va donner la recette. Alors, il faut dire quand même que Shavuot en Israël, c'est la fête des produits laitiers. De partout, ça fait 2 semaines qu'on a des immenses publicités un peu partout qui nous, pour nous inciter à acheter du fromage. Voilà. Alors, c'est Moti qui va nous donner une recette. Bonjour Moti. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Merci, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, d'abord, est-ce que vous faites tous les repas de Shavuot, c'est des repas halavi ou il y a un seul repas? Pour nous, tous les repas sont en halavi, mais en fait, comme c'est un petit peu difficile de faire tout en halavi, on fait aussi du parvé. C'est la raison pour laquelle je proposais cette recette, justement. Alors, moi je trouve que d'abord, faire du halavi, c'est beaucoup plus difficile que faire de la viande. La viande, il suffit de faire de la viande et puis un légume qui accompagne. On jette dans une poêle ou dans une casserole. Enfin, un couscous, quoi. Comment vous faites votre couscous halavi? Oui, le couscous halavi. On peut faire un couscous halavi, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus de travail en fait pour Shavuot, pour ceux qui préparent. Exactement. Voilà. Alors c'est quoi la recette, Moti, que vous allez nous donner? Alors moi je proposais une recette de poisson au curry accompagné d'un riz parfumé à l'indienne. Ah bah dis donc, on est allé loin là. Vous avez des origines indiennes? Parce qu'il y avait une grande communauté juive, deux communautés juives, une communauté juive indienne depuis très longtemps et les juifs de Bagdad qui sont installés en Inde au 19e siècle. Est-ce que c'est votre origine, Moti? Alors, c'est pas mon origine, mais je voudrais juste dire 2 mots à propos de ce que vous dites. C'est que, en fait, la plupart à la destruction du temple, la plupart du Ham Israël est arrivé dans le Kerala, de la région sud de l'Inde. Et de là-bas, une fois qu'ils ont amené avec eux toute la médecine, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine chinoise, vient d'Israël et du Kerala. Tous les arts martiaux du Kerala, tout l'ayurvédique, toute la science ayurvédique qui est partie après sur l'Asie, c'est-à-dire la Chine et le Japon, tout ça vient du Kerala et vient bien sûr de Ham Israël qui était installé à l'époque du Beth Amikdash. Donc je voudrais et en fait nos 10 tribus qui ont disparu sont là et donc en leur mémoire je voudrais justement proposer un plat indien. Ah bah c'est super. Alors, on vous écoute. Je pensais pas mettre à ce point les pieds dans le plat. Vous avez trouvé la bonne personne. Vous êtes trouvé. Voilà, on va plus en discuter en antenne un peu plus. Alors dites-nous, Moti. Il n'y a aucun problème. Alors je voudrais d'abord vous proposer les ingrédients. Ouais. Tout d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête de Shavuot à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Qualita. Merci. Donc voilà, maintenant pour les ingrédients, il faut un oignon moyen. De l'huile d'olive ou de l'huile de canola. Certains n'osent pas mélanger l'oignon et l'ail, donc pour ceux qui osent mélanger l'oignon et l'ail, ça serait bien d'avoir 2 gousses d'ail. C'est un minag? Non, il y a certains. Il y a une certaine idée en cuisine qu'on ne mélange pas l'oignon et l'ail. D'accord, ok. Autant pour moi. C'est une école donc moi, de cuisine. Donc moi je le fais. Donc il y a 2 gousses d'ail, 2 cuillères à café rases de curry. Alors pour parler de curry, juste en 2 mots, il faut savoir que le curry n'est pas une épice. C'est un mélange d'épices. Il y a environ entre 18 et 20 sortes d'épices qui composent le curry. Donc il faut savoir que les currys, il y en a qui sont épicés, il y en a qui le sont pas, il y en a qui sont en pâte, il y en a qui sont en poudre. Donc moi ce que je propose c'est Afkat Curry de la marque Maya. C'est la moins piquante et la plus adaptée à nos palais. Ça, on trouve ça n'importe où dans les supermarchés? Exactement. D'accord. Moi, tout ce que je vous propose, on le trouve dans n'importe quel supermarché. C'est bon à savoir. Ça, c'est bien ça. Voilà, et dans des cache-routes de Oyu ou la Méadrine, donc il n'y a aucun souci, vous trouverez tout ça. Ah bah là, vous voyez qu'Olivier est rassuré.
Voilà, exactement. Donc vous prenez une afghate curry de maya, 2 cuillères à café rases de curry, ensuite 5 tomates épluchées et épinées. On peut pas prendre des tomates en boîte? Exact. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Le goût, c'est quand même pas la même chose. Hein. Je m'excuse. Exactement. Voilà, moitié moi, on se comprend. Oui. Mais bon, on va dire que nos femmes n'ont pas toujours le temps d'éplucher les tomates et de les épiner. Ou donc, nos hommes n'ont pas toujours le temps d'éplucher nos tomates. Hein. Oui. Alors, je parlais à une ashkénaze d'une famille très libre. Très libérale, voilà. Allez-y, continuez. Alors, donc une boîte de tomates concassées. Donc, si vous prenez une boîte de tomates concassées, je vous propose juste de mettre le contenu de la boîte dans une casserole. Vous mettez du sel. Vous mettez la même quantité de sel en sucre en poudre pour pouvoir et vous laisser cuire pendant une demi-heure avant de l'intégrer à la recette. Voilà. Donc ensuite, on ajoute de la coriandre fraîche. Donc vous prenez un demi-sachet de coriandre catif, c'est très bien, et c'est à ciseler. Ensuite, on ajoute une boîte de crème de coco. Alors la crème de coco, vous la trouvez dans toutes les grandes surfaces en Israël. Ça s'appelle crème Kokous. Elle existe en light à 7%. Moi, je la prends à 20-22%. En moins light, en normal. Il faut vous dire quand même que c'est un autre sujet sur les repas halavi ou les repas parvés de Shavuot. C'est qu'en général, c'est moins lourd que de la viande, mais parfois, c'est plus lourd parce qu'avec le fromage... Moi, je trouve que c'est moins digeste quand même. Ouais. Bon, on va se rabattre sur la viande. Alors oui, notre couscous à 22%. Pourquoi je vous propose du couscous à 22%? Parce que pour moi, bien sûr, tout ce qui est gras a du goût. Vous êtes d'origine tunisienne? Pas du tout. On se comprend Pas du tout. Mes parents sont de Marrakech et moi, je suis né à Paris, mais mes parents sont de Marrakech et je suis très fier de mes origines. Et je peux vous donner des recettes marocaines extraordinaires dont j'entends jamais parler sur les antennes, mais bon, c'est pas le sujet. Là, Olivier, il est parti là. Alors, on a pris notre boîte de lait de coco, de crème de coco à 22. Voilà, et on trouve, pour moi, la meilleure crème de couscous qu'on peut trouver à 20%, c'est la marque Mizrach Ma'arav, c'est la marque la plus connue, la plus présente dans les rayons. Alors, ça a vraiment le goût de coco, de notre coco. Absolument, c'est de la crème de coco. Il faut aimer, il faut quand même aimer alors. Non, pas du tout. Ça se ressent pas, mais ça donne un côté crémeux parce qu'en fait, dans ces recettes de curry, souvent ils mettent du yaourt. Ouais. Exactement. Mais on met soit du laitage, soit de la crème de coco. D'accord. Il faut savoir que la crème de coco est présente dans la nourriture asiatique. On va dire dans la nourriture du sud-est asiatique et en Inde, tout simplement parce qu'ils utilisent des épices qui sont très fortes et très pimentées. Les plats sont très pimentés. Et lorsque vous avez la bouche en feu, alors là, je vais vous donner un petit tuyau. Quand vous avez la bouche en feu parce que vous avez mangé par erreur ou exprès des piments très très forts, à ce moment-là, vous mettez un peu de coco dans la bouche, ça calme immédiatement la bouche, mais c'est immédiat. D'accord. C'est bon à savoir d'avoir dans son frigo toujours. Voilà, d'ailleurs quand vous mangez en Asie, surtout pour les ashkénazim qui sont plus délicats de ce côté-là. Exactement. Donc quand vous mangez dans des restaurants, quand vous mangez dans des ça marche aussi pour le réfort. Ouais. Quand vous mangez dans des restaurants dans le sud-est asiatique où on vous sert des plats de piment, parce que ça existe, des plats ne composés que de piment, on vous met toujours une petite soucoupe de coco. D'accord. Donc voilà, une fois qu'on a mis la crème de coco qui va adoucir, on va dire, le côté un peu épicé que va ramener le curry. Donc ça c'est pour faire la sauce en fait. Voilà. Maintenant, là je parlais des ingrédients. Donc donc je finis les ingrédients. On a bien sûr le poisson. Alors je vous conseille de prendre du filet de saumon. Le filet de saumon est vendu généralement dans des sachets sous vide, congelés. Par exemple, je vous en dis un au hasard, celui de Telma, c'est des grands sachets rouges sous vide. C'est généralement vendu par 3. C'est ça. C'est des filets de saumon de 3 cm de large. Donc, vous enlevez la peau, bien sûr. Et le filet que vous retrouvez en largeur de 3 cm de large, vous le coupez en 3. Ça vous donne 3 petits carrés de 3 cm sur 3.
pour pouvoir avoir une belle présentation dans l'assiette. Voilà. Une fois que je vous ai... Ah oui, et puis au niveau du riz en lui-même, donc les ingrédients du basmati, du riz basmati bien sûr, mais vous pouvez aussi prendre du riz long, parce qu'en fait, ce qui va amener tout le parfum du riz, c'est pas le riz en lui-même, c'est ce qu'on va rajouter au riz, c'est-à-dire bien sûr prévoir du sel. Il faut un bâton de cannelle, ce qu'on appelle en hébreu un makel. Oui. Pour avoir un riz indien, mais ceux qui n'aiment pas la cannelle vont adorer parce que la cannelle, en fait, mélangée à la cardamome et au clou de girofle, donne un goût qui n'est pas reconnaissable. Donne un goût parce que moi, la cannelle, où on n'arrive pas à reconnaître la cannelle. Donc, vous ajoutez un moi, bâton de cannelle. Moi, je dois dire que je me permets, si on parle de cannelle, j'aimais la cannelle avant de faire mon alia. Je trouve qu'ici, ils en mettent dans des quantités tellement importantes que c'est très difficile à aimer. Enfin bon, alors oui, on met... mais je suis d'accord, mais je déteste la cannelle. Je vous le dis tout de suite. Ah, et vous en mettez dans votre plat? Quand je fais des gâteaux, je ne mets jamais de cannelle. C'est le meilleur moyen de m'empêcher de manger. Voilà. Donc, moi, je ne mets jamais de cannelle. Par contre, là, je demande vraiment à tous ceux qui vont essayer cette recette de tenter le coup. Vous allez être surpris. Croyez-moi, vous allez être surpris. De mettre un bâton de cannelle, alors. Et Olivier sait très bien que je dis jamais de bêtises. C'est vrai. Alors, vous mettez un bâton de cannelle. En hébreu, ça s'appelle makel shel cinnamon. Ensuite, vous ajoutez 3 graines de cardamome. En hébreu, la cardamome, ça s'appelle du L. C'est Elamed. Le L, c'est ce que mettent les gens du Nord en Israël, essentiellement les Druzes, oui, et les Arabes du Nord. Ils mettent ça dans le café. Je déteste, mais dans le riz, c'est vraiment très bon. Donc, ça s'appelle la cardamome, et en hébreu, ça s'appelle du Zera El Elamed. Ensuite, vous ajoutez 3 clous de girofle. Les clous de girofle en hébreu, c'est tiporen, bon, ça, on sait, et du sel. Voilà. Maintenant, on commence la recette. Ah, alors. Vous épluchez et vous émincez finement l'oignon. D'accord. Ensuite, dans un wok ou une cocotte, vous faites revenir l'oignon dans 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pendant 5 minutes. Mm-hmm. Ensuite, vous ajoutez l'ail émincé pendant 15 secondes. Le temps d'avoir un peu l'odeur de l'ail qui vous monte un peu comme ça au nez. Je vois Olivier saliver, là. Parfumé, pardon. Je vois Olivier saliver. Non, j'imagine. Voilà, mais c'est pas fini. J'imagine comment est la marmite à ce moment-là, c'est tout. Voilà. Et vous laissez l'ail 15 secondes, pas plus, juste le temps que l'ail donne du goût à l'huile. Ensuite, vous baissez le feu. Vous ajoutez 2 cuillères à café rases de curry. Alors, il faut savoir, et dans la cuisine, c'est très très important, il faut toujours faire frire les épices, sinon les épices vont perdre de leur goût. Donc, quand vous allez mettre les 2 cuillères à café de curry dans cette huile avec les oignons et l'ail, vous allez faire frire le curry et vous allez le laisser pendant 2 minutes cuire comme ça. Donc vous allez faire ressortir le goût du curry. Exactement, et vous allez voir toute la pièce qui va être imprégnée du curry. Là, on va déjà sentir les odeurs de la cuisine. Là, on est en train de vous perdre, Moti. Allô, Moti ? Voilà, donc je vous entends bien. Voilà, nous, on vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous avez bougé d'endroit, mais revenez là où vous étiez avant, parce qu'on vous entendait beaucoup mieux. On essaye de revoir Moti, peut-être, parce que je crois qu'il a disparu. Allô ? C'était bien parti pour ça avait l'air délicieux. On est en plein suspense, en fait. Voilà, plein suspense de cette recette. Comment réaliser notre curry avec du riz. Il faut dire qu'à Paris, il y a un très très bon restaurant indien kasher qui s'appelle Darjeeling, qui fait des choses délicieuses. Et en Israël, c'est difficile de trouver... Il y a un restaurant aussi, je crois, où il y avait un restaurant Koh-i-Noor, mais qui a fermé. Voilà, Moti est de retour. Allô ? Oui. Vous nous avez laissé avec les odeurs de curry dans la cuisine. Voilà. Alors, dès que vous commencez à sentir le curry dans toute la cuisine, vous courez immédiatement dans votre chambre à coucher et vous vous changez en tenue indienne, bien sûr, et vous revenez. Ah, bien entendu. Maintenant, on continue. Ouais. Vous mélangez, bien sûr, le curry, vous le laissez 2 minutes. Une fois que l'odeur du curry a envahi la cuisine, vous versez les tomates
fraîches émincées, ou le contenu de la boîte, un quart de tomates concassées qui a été cuite une demi-heure avant dans du sel et du sucre, hein, bien sûr. Donc une fois que vous avez ajouté la tomate, vous ajoutez la coriandre fraîche, d'accord? Une fois qu'on obtient une pâte, c'est-à-dire vous laissez cuire un petit peu pendant 10 minutes, et là la tomate va fondre, et l'oignon aussi va fondre, et on va arriver à une espèce de petite pâte. Et là, vous ajoutez la boîte de coco. Alors, faites attention parce que la boîte de coco, en fait, avant de l'ouvrir, la moitié de la boîte, ça va être une espèce de pâte dure, et l'autre moitié de la boîte, ça va être... Donc, il faut agiter. Donc, il faut la remuer. Agitez bien la boîte avant de l'ouvrir. Une fois que vous l'avez agitée, vous allez entendre que tout remue à l'intérieur. Là, vous versez le contenu de la boîte dans notre pâte, et à ce moment-là, vous laissez mijoter 30 minutes. D'accord. Une fois que ça a mijoté 30 minutes, et là, vous allez avoir une nouvelle odeur qui ne ressemblera plus au curry. Vous allez avoir un léger mélange de coco et de curry. Et là, une fois, au bout de 30 minutes, vous ajoutez les carrés de poisson, 3 cm par 3 cm dans la sauce. Vous laissez cuire 10 minutes, pas plus, et c'est prêt à servir. Vous avez mis la cannelle à quel moment ? Pardon ? La cannelle, vous l'avez mis à quel moment ? Je n'ai pas suivi. Non, la cannelle, c'est pour le riz. Donc, d'accord. Voilà. Donc bien maintenant, suivi, au niveau du riz, c'est très simple. Vous prenez une quantité de riz et 2 quantités d'eau. D'accord ? Voilà, donc un verre de riz égale 2 verres d'eau. Vous salez alors, vous mettez tout ça dans une casserole, vous salez. Et vous ne faites pas revenir avec un peu d'huile d'abord ? Pas du tout. Ça, c'est la façon africaine. Nous, on utilise la façon asiatique. La façon asiatique, c'est de mettre une quantité de riz, 2 quantités d'eau, de poser ça de mettre ça avec du sel, et vous ajoutez dessus le bâton de cannelle, les graines de cardamome et les clous de girofle. Alors, vous comptez bien les graines que vous mettez dessus parce qu'il va falloir les récupérer après. D'accord. Donc, on a dit un bâton de cannelle, 3 graines de cardamome et 3 clous de girofle. Une fois que tout ça est dans la casserole, vous fermez la casserole, ne plus l'ouvrir jusqu'à la fin. Faites très attention parce que il faut surtout pas perdre de la vapeur. Donc, on attend que vous mettez ça sur le feu, vous attendez que ça bout. D'accord. Une fois que ça bout, vous laissez cuire 7 minutes. Et une fois que ça a cuit 7 minutes, vous retirez la casserole du feu et vous laissez la casserole 10 minutes en dehors du feu. Couverte, j'imagine. Toujours couverte, jamais découvrir. Une fois qu'on a fait nos 10 minutes en dehors du feu, vous découvrez la casserole et vous enlevez les épices. Ça, c'est très important. Donc, vous retirez le bâton de cannelle, les 3 graines de cardamome et les clous de girofle, et vous allez découvrir qu'en fait, ils vont être tout simplement posés sur le riz. Alors, ils n'ont pas fondu ni rien. D'accord. Non, bien sûr que non, mais ils vont flotter. Donc, d'accord. Et si vous ne trouvez pas une graine de cardamome ou un il faut bien la chercher. Ou un clou de girofle, grattez un peu, vous allez le trouver en haut. D'accord. Okay. Et il n'y aura plus d'eau, bien entendu. Pardon ? Et il n'y aura plus d'eau non plus. Oui, non, l'eau sera complètement absorbée par le riz et vous aurez un riz... Donc on a notre riz, on a notre poisson. Voilà. Et on les mange ensemble. Voilà. Maintenant, après, je vous laisse libre cours à la présentation et je peux vous dire que ce plat-là, alors pour ceux qui font le plat de poisson pour les familles nombreuses, moi je conseille d'utiliser une grande plaque en aluminium, une grande plaque qu'on utilise généralement pour le poisson de Shabbat. Vous versez la sauce au fond, vous posez vos carrés de saumon dessus, donc là pour 20 personnes par exemple, et vous enfournez les carrés de poisson cru dans la sauce qui a été cuite, vous enfournez ça à 180 degrés 10 minutes, vous sortez, et là vous pouvez servir. D'accord. Donc ça c'est pour les grandes quantités. Et je vais vous donner, si j'ai 2 minutes, Allez-y, Monty. Je vais vous donner une idée de dessert qui va très très bien avec. Vous prenez un petit peu de ce riz qui vous reste. Oui. Vous prenez un peu de cette crème de coco. Vous prenez la crème de coco, vous la mettez dans une casserole, vous mettez un petit peu de sucre, vous faites bouillir. Dès que ça bout, vous retirez du feu. C'est un riz au lait, donc ça. Vous allez avoir une crème de coco sucrée que vous allez verser sur le riz. Donc vous mettez le riz dans une assiette. Vous versez la crème de coco sur le riz. À côté, vous coupez quelques tranches
de mangue, par exemple, de mangue très fraîche, et vous assaisonnez de graines de sésame. Très vous bien. allez avoir un plat avec du riz tiède, de la sauce coco sucrée bouillante, avec de la mangue glacée. Ça va vous donner un dessert extraordinaire qui, lui, est un dessert laotien. Les Laotiens sont des frères des Thaïs, et je peux vous dire que c'est un dessert extraordinaire. Voilà. Et encore une fois, Chag Sameach. Merci Moti, merci en tout cas. J'ai l'impression qu'on va se régaler dans votre famille parce que ça a l'air très bon. Chag Sameach, merci. Chag Sameach, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ces recettes avec nous. Chag Sameach, Moti, merci beaucoup. Voilà. Eh ben, écoutez, ça a l'air très bon. C'est pas de la cuisine facile, hein. Oh, ça va. Quand même, ça demande... C'est ça, en fait, je pense, le côté sympathique des fêtes, c'est de tenter des nouvelles choses qu'on mangera une fois par an, 2 fois par an. Ouais. Moi, je sais que nous, à Paris, la coutume, le soir de Shavuot, alors je rappelle qu'à Paris, Shavuot, ça rentre très tard. Donc, quand à 10h, on fait kidouche, c'est parce qu'il faut attendre pour de finir les 50 jours. Nous, on avait l'habitude de manger une tarte aux légumes, une tarte aux courgettes, et c'était délicieux, c'était une fois par an, et c'était le grand moment. On mange aussi une sorte de tarte aux courgettes, mais c'est à Rosh Hashanah. Ah oui, c'est autre chose. À Rosh Hashanah, on fera une émission spéciale de 3 heures. Alors, est-ce qu'on a Déborah en ligne ? Oui, on a Déborah en ligne qui va, elle, nous parler, je crois, des minagim de Shavuot. Elle va surtout nous parler, je pense, d'une chose qu'elle a fait à plusieurs reprises, je sais, puisque je l'ai croisée. Bonjour Déborah. Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Voilà. Ça va bien Débo ? Ça va super. Très bien. Alors en fait, on voulait parler de cette atmosphère qui est très particulière, une atmosphère donc cette atmosphère très particulière à Jérusalem, le soir de Shavuot, où en fait plutôt au petit matin de Shavuot, on se croise, les gens montent vers la vieille ville. Oui, voilà, exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la veillée. Ah non, mais on vous écoute. Alors, on va commencer par la veillée, comme ça va être chronologique et on va mieux comprendre ce rassemblement. En fait, la veillée d'études traditionnelles, donc qui a lieu la nuit de Shavuot, elle est de plus en plus améliorée, diffusée, adaptée aujourd'hui à Jérusalem. J'imagine dans les autres villes d'Israël aussi. À Tel Aviv particulièrement, il y a une très très belle veillée qui est organisée à Tzefta par Tzohar. Donc, si on a des et qui a la particularité aussi de rassembler beaucoup de personnes qui ne se définissent pas comme religieuses, et donc c'est très sympa. Alors oui, vous disiez donc les veillées. Alors je dis que en fait la veillée ça a été institué selon ce qu'on sait par les Chachamim du Zohar. Donc ça date de quelques centaines d'années. C'est en fait comme réponse à ce qui s'est passé le jour même du don de la Torah. Parce que selon ce qui est écrit dans la Torah et qui est raconté, plutôt par le Midrash, on dit que les enfants d'Israël, que les enfants d'Israël ont dormi juste avant de recevoir la Torah, la veille. Moi, j'ai une bonne explication, parce qu'ils ont mangé des produits laitiers, donc cette crème qui était trop lourde. Non, mais c'est vrai, hein, ils ont mangé cette crème trop lourde, et donc ils ont dormi. Ah, donc c'est en fait, c'est pour réparer le fait qu'ils aient dormi avant de recevoir la Torah. Donc nous, on doit ne pas dormir. Donc, en fait, ils sont partis dormir la veille du don de la Torah. Bon, maintenant, le Midrash, il raconte que Dieu a dû les réveiller. Ah. Et bon, mais c'est expliqué dans différents contextes. C'est pas forcément une critique. Certains disent qu'ils étaient faibles et qu'ils avaient peur justement de pas tenir le coup au moment voulu du don de la Torah. Et donc, ils sont partis. C'est une bonne occasion de faire une veillée d'études, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, on fait cette veillée d'études en souvenir en fait, pour se préparer au don de la Torah. D'accord. Et donc les Juifs dans tous les endroits où ils sont, ils étudient une partie de la Torah orale et une partie de la Torah écrite, et même des passages de la Kabbalah. Ouais. Et la liste. Dans les communautés Sfarad, d'ailleurs, il y a le tikkun, ce qu'on appelle le tikkun, qui est vraiment. Qui est un touche à tout. On lit des passages de la Torah, des Nevi'im, et aussi de la Torah orale, je crois. Oh ouais. Voilà. Et le tikkun, le mot en fait tikkun, c'est réparation. Exactement. Ça correspond vraiment à cette explication. Donc on tient le coup toute la nuit.
Voilà, on tient le coup. Il y en a qui disent qu'il est mieux de dormir et de tenir pendant la tfila et la lecture de la Torah, que c'est mieux. Les Chabad, par exemple, ils étudient un peu, ils vont dormir, après ils sont sympas, les Chabad. Moi, je suis Chabad sur ce coup-là. Voilà, un petit peu de vodka, ouais, alors Voilà, il y en a pour tous. Et les veillées alternatives, en fait, du Tikkun, ces fameux textes réunis qu'on lit, ça peut être des cours. Il y a des cours organisés un peu de partout à Jérusalem, il y a des études sur texte. Il y a même des cercles de discussion sur la justice en ce moment en Israël, la justice sociale, comment améliorer la société. Donc c'est vraiment ouvert à tout public et c'est de plus en plus développé. Et puis on voit surtout au milieu de la nuit, on voit des gens qui se baladent, qui vont d'un chiour à un autre, d'une synagogue à une autre, qui se baladent. C'est une ambiance assez particulière. La ville est éveillée. C'est très réveillé. Voilà, il fait nuit, mais tout le monde est c'est très comme s'il était 4 heures de l'après-midi, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Je peux vous assurer qu'il y en a certains qui dorment. Ouais. Voilà. Et donc ça c'est la veillée en Israël. Moi, je me rappelle de la veillée en France. Pour moi, c'était mon père qui allait à la synagogue, qui lisait le Tikkun avec les habitués de la synagogue. Et nous, peut-être qu'on lisait quelques petits extraits de livres qu'on avait, mais après on allait dormir et c'était tout, quoi. C'était que ça. Et dès que je suis arrivée en Israël, j'ai découvert c'est quoi Shavuot à la version israélienne. C'est vraiment du tout au tout. C'est autre chose. La première année en Israël, donc on était plusieurs copines dans le cadre d'un programme de jeunes qui font leur aliyah. Et on avait une veillée d'études organisée. Donc on allait à plusieurs cours, on choisissait. Il y avait du café et des gâteaux toute la nuit. Ah, c'est sympa, ça, du gâteau au fromage. Voilà. On découvre les blinches et tout. Ouais, et alors ? Ouais, c'était super. Et un petit peu avant le lever du soleil, on est sorti. Donc nous, on était dans la vieille ville. C'est pas très loin. Ouais. Voilà. Et on sort dehors et d'un coup, on voit tout le monde se met à courir, à avancer vers le même endroit, de toutes les rues, de tous les recoins. Tout le monde court et avance comme ça, comme une fourmilière. Et des hommes, des femmes, des enfants, avec poussettes, sans poussettes. Vraiment quelque chose d'impressionnant. Comme si c'était un aimant qui les attirait tous vers le même endroit. Donc ça, c'était la première année. Et bon, après, on est arrivé au Kotel, on a fait la tfila. Et avec les années, pour nous, après cette expérience-là, on s'est dit, bon, Shavuot, ça peut se passer qu'à Jérusalem, quoi. On peut pas rater ça. Et donc, on se débrouillait. On dit bien que Kimi Tzion Tetze Torah, que la Torah, elle sort de Sion. Donc vous habitez aujourd'hui à Jérusalem ? Oui, j'habite aujourd'hui à Jérusalem. D'accord. Et vous habitez dans quel quartier ? Chaque année, j'habite à côté de la vieille ville, au quartier de Mousrara. Ah, très bien. Donc, c'est pas très très loin. C'est pas une grande marche. Je suis restée proche. Mais vous y allez aussi, vous continuez à aller au Kotel ? Alors, dans mes années où j'étais sans enfant et plus jeune et libre, alors je continue. Je m'organisais pour être à Jérusalem à Shavuot et pour faire cette fameuse marche. Vu d'en dehors des murailles, c'est quelque chose de plus impressionnant parce qu'on voit vraiment que toutes les rues amènent à Jérusalem et vraiment les gens, en plein milieu de la nuit, ils avancent. Ils courent tous vers la vieille ville. Aujourd'hui, j'essaye de le faire quand j'ai mes parents à la maison et qu'ils peuvent garder les enfants. Donc, c'est une invitation qui est faite à monsieur et madame Bouzaglou de venir passer, Shavuot à la maison. Merci beaucoup, Déborah. Très bien. Voilà. Un Chag Sameach. Partager cette expérience. C'est vrai que c'est une expérience assez unique. Moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais plus jeune. Et qu'on passait la veillée de Shavuot dans la vieille ville. Il faut dire aussi que le matin de Shavuot, c'est particulièrement calme dans les rues, puisque les gens dorment, tout simplement. Les gens, après avoir ne pas avoir dormi toute la nuit, moi, c'est quelque chose qui me manque. Moi, je tiens pas du tout les veillées, ça me rend physiquement très malade, donc j'essaie d'éviter de le faire. J'ai plus la force non plus. Ça fait assez longtemps. On a le même âge, c'est pour ça. Voilà, à peu près, ouais. Mais c'est vrai que ça me manque un petit peu ces balades dans les rues de Jérusalem au milieu de la nuit et puis le matin, au petit matin avec un sentiment vraiment d'avoir accompli quelque chose. Et j'aimerais juste rajouter une petite histoire. On a dit au revoir à Déborah ? Déborah est partie, d'accord. Déborah est partie. Merci. En fait, si on regarde bien, Yom Yerushalayim, donc la libération de Jérusalem a été seulement quelques jours avant Shavuot. Et donc la guerre des 6 jours s'est terminée quelques jours avant, vraiment 1 ou 2 jours avant Shavuot. Et le premier Shavuot, donc l'armée a reçu un ordre
tout de suite de détruire une partie des maisons qui avaient été construites, donc qui empêchaient en fait l'accès au Kotel. Donc on a ce qu'on appelle l'esplanade d'aujourd'hui. Elle a été réalisée au lendemain de la prise de Jérusalem. Et en fait, sur cette esplanade, tout de suite, l'esplanade était prête. Et en 1967, le premier Shavuot où en fait les Juifs ont eu jusqu'en 1967, les Juifs ne pouvaient pas aller jusqu'au Kotel. Et ils allaient en fait à Har Zion. Har Zion, c'est le mont de Sion, c'est l'endroit le plus proche des murailles de Jérusalem, et c'est l'endroit où l'on peut en fait où les Juifs avaient accès. C'était le plus proche de la vieille ville, et où donc on pouvait voir de là-bas le Kotel. On pouvait pas le Kotel, on pouvait voir quelque chose, et donc on tournait un petit peu la tête, on se levait. Et le premier Shavuot en 1967, on a eu 1/6 de la population de tout Israël, 1/6, wow. Une personne sur 6 qui a pris ses affaires et a fait énorme, qui a fait la Aliyah à la Régel, puisque pour beaucoup de personnes c'était une réalisation un petit peu messianique. On voyait le retour, la souveraineté juive sur le mont du Temple et le Kotel. Voilà, et Benjamin nous a rejoint dans le studio pour terminer cette émission. Benjamin, bonjour. Bonjour. Un peu plus proche du micro, comme ça on va t'entendre bien. Alors Benjamin, toi tu as aussi une recette à nous donner. Ah bah ouais. Une recette tunisienne ? Quelque chose de très difficile à réaliser, je crois. Non, il faut avoir une sacrée logistique quand même. C'est des macarons, ça. Comme on est parti, c'est des macarons ? C'est la purée au thon. Ah. Voilà. Alors oui, on va écouter ces Tunisiens, ok ? C'est pas tunisien. Pour une fois, voilà, c'est importé made in France. Donc voilà, vraiment, c'est une recette pas seulement Shavuot, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vrai qu'il faut trouver des occasions parce que c'est pas facile à faire. Alors vas-y, dis-nous. Surtout, voilà, faut partir du principe. Moins on se prend la tête, moins on a la tête prise. Ah voilà, moi j'aime ce genre de principe. Voilà, je sens que ça va être le plat de Shavuot attitré maintenant chez Olivier Granillic. Voilà. Non, c'est. Alors, comment est-ce qu'on réalise cette mousse de thon ? La purée de thon. La purée au thon. Ah, si c'était une mousse. Alors, comment on réalise cette purée au thon ? Je sens qu'on a des grands cuisiniers dans le studio. Exactement. On a des cuisiniers qui ne veulent pas se prendre la tête, voilà. surtout. Alors, moi, je le comprends très bien, Benjamin. Alors, vas-y, Benjamin. Voilà. Donc, on fait de la purée donc, en poudre. En poudre, ouais. Bah oui, tant qu'à faire. Sûr, ouais. Et on rajoute du thon. Voilà. Et alors, du thon frais, du thon en boîte. Moi, je mets du thon à l'huile. En boîte, d'accord. Voilà. Après, ça se comprend. D'accord. Chacun, après, selon ses coutumes. Moi, je mets du thon à l'huile. Voilà. Et après, un petit peu de sel. Celui qui veut mettre un petit peu, je sais pas, ce qu'il veut, il met. Mais voilà, le principal, c'est la purée et le thon. Voilà, mais pourquoi se casser la tête ? Voilà. C'est le quoi ? C'est le grand plat de fête du soir de Shavuot, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui, mais non, voilà, ça se sert vraiment à des grandes occasions, quoi. Je connais des gens qui font ça à Rosh Hashanah, enfin qui sont pas juifs, mais qui font ça à Rosh Hashanah. Voilà. Bon, non, voilà. c'est. En tout cas, c'est une recette simple à réaliser qui peut être faite. Voilà. Si au dernier moment vous arrivez chez vous, si au dernier moment vous êtes invité par Olivier Granillic, pensez à 2 reprises. Et en plus, on a le droit, vu que c'est Yom Tov, on peut tremper. Enfin, on a le droit au bichou à Yom Tov. Donc, ah oui, donc on peut. Donc on peut le faire à Yom Tov. Donc oui, pour Shavuot, c'est. On peut préparer ça 5 minutes en rentrant de la synagogue, quoi. Je pense qu'à l'Afrique, il n'y a pas de problème à préparer la purée, à moins que ça soit lâche. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'était une grande recette. Je crois qu'on termine cette émission en beauté. Préparer cette purée de thon. Avec plaisir. Eliana, merci beaucoup aussi de nous avoir rejoints. Nous, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, je pense. Ouais, vous voulez nous donner une petite recette rapide. Moi, je vais faire un ceviche de thon. Ah bah voilà. Voilà le thon. Mais il faut avoir le thon quand même. Hein. Oui, sauf que moi j'achète du thon frais qu'on découpe en petites lanières et qu'on va faire en fait, qu'on va faire mariner. Non, on fait mariner dans du jus de citron avec un petit peu de piment, avec du céleri et en fait on laisse et beaucoup d'oignons. Donc on recouvre tout ça d'oignons et puis on attend. Une nuit, on fait passer sa nuit, on mange ça le lendemain, c'est très bon. Ah, c'est pas cuit ? En fait, ça va cuire avec le citron et l'oignon. Donc au final, quand vous allez manger, ce sera cuit. Comme un carpaccio. Très fin alors.
comme un carpaccio. Non, c'est moins fin qu'un carpaccio. C'est un peu plus épais. Ça cuit aussi bien et c'est très bon. Voilà. Bon, moi, ça m'a donné faim toute cette émission, donc on va partir manger. Allez, voilà. Et puis, on n'a pas eu de recette de tarte de gâteau au fromage ou de tarte au fromage. C'est quand même le symbole de cette fête de Shavuot, mais bon, on en trouve un peu partout. J'aimerais quand même rappeler que les Sfaradim, dans les pays d'Afrique du Nord, ne mangeaient pas halavi à Shavuot. Alors, je vous explique, Eliana. Dites-moi, monsieur Granilic. Granilic et de tous les côtés, on ne mange pas de plat. En général, il n'y a pas de repas halavi. Alors, on est invité, donc on va manger halavi, mais que ce soit chez mes parents ou chez mes beaux-parents, il n'y avait pas de repas halavi. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Arour, il est écrit qu'on a l'habitude de prendre un yaourt ou un verre de lait et de manger après le repas avec de la viande. Après le repas avec la viande ? Oui. Comment vous voulez manger du lait après de la viande ? Pourquoi pas ? Il faut attendre. Faut attendre. Ah oui. Donc ce sera l'inverse, ce sera plutôt avant. Non, d'abord le lait, après la viande. Ah oui, vous avez dit l'inverse. Non, d'abord le lait, après la viande. D'accord. Très bien. Alors, bon appétit. Bon appétit. Et on souhaite à beaucoup de personnes de passer de belles fêtes et merci beaucoup, en tout cas, de participer à cette aliyah à la Régel. Exactement. Ceux qui sont à Jérusalem et qui n'ont jamais participé à aller à cette aliyah à la Régel, donc se rendre au Kotel le soir, allez-y, même si c'est un peu difficile, il faut rester éveillé toute la nuit, etc. Mais ça vaut le coup. Très bien. Merci beaucoup, merci Benjamin, merci Ariel pour la réalisation technique et bonne journée. Merci Chag Sameach et à très bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur ? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.